Eh bien, bonsoir pour cette nouvelle émission des universités populaires de la France insoumise. On approche de la fin. Imperturbablement, nous déroulons notre programme qui porte sur tous les aspects de la vie collective. Nous vous avions promis une campagne instructive, c'est ce que nous continuons à faire chaque 15 jours dans cette émission, mais également dans les réunions publiques que nous tenons ici et là, dans tout le territoire de notre belle République. Alors quand nous aurons fini nos séances, il sera le temps de faire son choix et nous aurons été les seuls à tout dire, à tout expliquer. Je vous rappelle que nous sommes très suivis sur Internet. Donc, préparez vos questions, vous qui êtes dans la salle, mais aussi vous qui êtes derrière votre écran. Resservez-vous de ces vidéos pour faire vos réunions maison. Ce sera utile pour continuer à réfléchir, à répercuter ces réflexions que nous voulons riches et extrêmement argumentées. Alors, pour commencer tout de suite, la vidéo zapping qui va introduire notre séance dont je vais vous révéler le thème ensuite. Il est bien dommage que la réponse que l'on entend apporter à la rupture avec l'Angleterre après le Brexit, ce soit d'imaginer la préparation d'une communauté européenne de la défense. La peur des autres, la préparation de la guerre comme liant pour les peuples d'Europe, c'est une absurdité. Nous avons fait l'Europe pour la paix et on nous annonce la préparation d'une guerre, car c'est bien de cela dont il s'agit quand on s'arme, quand on s'organise pour être armés ensemble, sans désigner un adversaire, c'est qu'on désigne le monde entier comme un adversaire potentiel. Une défense, dites-vous, mais contre qui? Cela n'est pas précisé. Il n'y a pas de politique européenne commune, nous le savons bien, en matière d'affaires étrangères. Si bien que nous voici revenus aux origines de l'Europe, puisque le premier texte qui a été soumis aux peuples européens en 1954, ce fut la communauté européenne de défense et mon pays a répondu non, comme il répondrait non de nouveau si on le lui demandait. En réalité, il s'agit d'une répartition des rôles entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, les États-Unis d'Amérique se tournant vers l'Asie et nous étant réservés à être mis dans la main de n'importe quelle provocation qui viendrait de l'Ukraine. Je n'ai plus qu'un mot à dire, Monsieur le Président, pour conclure. La France a un système de défense qui est incompatible avec cette répartition des rôles. Elle suppose notre indépendance et la dissuasion. Pas de guerre, la paix. En lugar de atender la pobreza en África, lo sujetamos. Tratar de que no pasen el Mediterráneo. Después de haberlos explotado, bien explotado, de haberles sacado bastante la plusvalía, que se queden allá, que no vayan a venir para acá. Donde el gran negocio sería al revés, irles a promover el desarrollo, solucionarles el problema del agua en África subsahariana, que una mujer no tenga que caminar 5 kilómetros por 2 baldes de agua. Esa sería la causa de la humanidad globalizada, porque nos guste o no nos guste, dependemos los unos de los otros, estamos en el mismo barco. Este barco se llama el planeta Tierra. Mais eut lieu. Bien sûr, les bombardements ont lieu à Alep et ils sont terribles. Ils opposent des armées et non pas une armée contre des civils. Ceux que l'on qualifie aimablement à intervalles réguliers de rebelles sont des combattants d'une armée qui se réclame de l'islamisme et qui, de son côté, chaque jour, tire sur Alep ouest, où se trouve la zone sous contrôle gouvernemental. Encore une fois, je ne dis rien de tout cela pour émanciper l'un ou l'autre de sa responsabilité, mais pour dire la vérité, ce qui se passe vraiment. Et quel doit être notre point de vue? Notre point de vue, c'est celui des Français et des intérêts de la France. L'intérêt de la France, c'est la paix. Pour arriver à la paix, il y a une méthode, la coalition universelle pour en finir avec Daesh. Bien, vous avez repéré les mots-clés de cette séance qui sera consacrée à notre stratégie politique, notre stratégie internationale, notre stratégie de politique internationale.
il y a un sens à ce qu'on traite de cette question après la stratégie européenne qui a été développée il y a 2 semaines, lors de la séance précédente. C'est d'ailleurs le sens de l'enchaînement des chapitres de l'avenir en commun. Après le chapitre 4 qui était consacré à la stratégie européenne, le chapitre 5 est consacré à la stratégie internationale. Souvenez-vous, c'était il y a 2 semaines. Sophie Roser et Jacques Généreux ont tout dit de notre stratégie européenne. Aujourd'hui, ce soir, George Kuzmanovic, qui est le co-animateur du livret consacré à la défense, et Arnaud Apfel, qui a été rapporteur sur les questions internationales lorsque nous écrivions le programme, vont tout dire cette fois-ci de la stratégie internationale. Comprenez bien qu'il y a un lien entre la stratégie européenne et notre stratégie internationale. Souvenez-vous de la manière dont ont été traités les plans A et les plans B la dernière fois. Le constat de départ, c'était l'impossibilité de mener nos politiques émancipatrices, nos politiques protectrices dans le cadre des traités européens actuels. Il faut donc une stratégie européenne qui permette de récupérer les marges de manœuvre nécessaires. Il faut que notre peuple, et donc notre État, puisse redevenir souverain. Le raisonnement est le même s'agissant de la stratégie internationale. La stratégie internationale, notre stratégie internationale poursuit un objectif, reconquérir des marges de manœuvre, y compris des marges de manœuvre économiques. Mais pour cela, il faut reconquérir la souveraineté perdue à cause de la politique internationale qui a été menée ces dernières années. C'était une politique dont l'orientation atlantiste nous a minorisés et nous a finalement maintenus dans une impuissance, et ce d'une manière tout à fait générale. Alors on va essayer d'expliquer ce soir ce qui nous a ainsi fait perdre notre indépendance et comment nous pourrions la récupérer, avec quels objectifs et avec quels outils. George va présenter les grands traits de cette stratégie de récupération. Arnaud va s'attarder sur un des points clés de cette stratégie, la vision d'une organisation de la communauté internationale, celle qu'il faudrait porter pour garantir la paix. On va parler d'Organisation des Nations Unies, sachant que l'objectif qui coiffe toutes nos stratégies politiques, et quelles qu'elles soient, même les stratégies de politique interne, c'est la paix. George, tu vas commencer à nous parler de cela après une vidéo introductive que je lance immédiatement. La cause du terrorisme est dans la guerre, c'est la guerre qu'il faut faire cesser. La cause du terrorisme est dans l'argent, c'est ces circulations qu'il faut faire cesser. Je me prononce pour une coalition universelle, car c'est l'humanité universelle qui est mise en cause. Une coalition universelle sous l'autorité et l'égide du seul organisme qui est une compétence universelle, l'ONU. Nos intérêts, c'est que la guerre s'arrête. Vite, vite, vite. Évidemment, on laisse cette guerre pourrir sur pied. Parce que chacun y a son petit pion et ne veut pas le sacrifier. Et petit à petit, les risques s'accumulent. S'accumulent jusqu'à un moment où vous pouvez avoir un incident que personne n'a voulu et qui déclenche une guerre généralisée. Je ne soutiens qu'une seule chose, le retour rapide à la paix. Comment peut-on y arriver? Il faut une coalition universelle contre Daesh. On fait comme si je ne trouvais pas abominable un bombardement. Mais moi, je n'ai pas de préférence entre les bombardements. C'est ma différence avec beaucoup d'autres, qui n'ont plus rien à dire quand il s'agit des bombardements de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou des États-Unis d'Amérique, et qui sont tout d'un coup très bavards quand il s'agit de ceux des Russes. Nous n'avons ni amis, ni intérêt autre que les nôtres dans cette affaire, nous, Français. Voilà. Et nous, notre intérêt, c'est qu'il faut que la guerre s'arrête. Et pour que la guerre s'arrête, il faut que soient défaites les troupes qui nous affrontent et qui nous envoient des gens qui posent des bombes chez nous. Toutes les guerres sont horribles. C'est pourquoi il ne faut pas faire la guerre. Tous les bombardements sont horribles. C'est pourquoi il ne faut pas créer les guerres qui ensuite rendent nécessaires les bombardements. Toutes ces leçons de sagesse que j'aurais répétées 100 fois avant et 100 fois pendant ne sont jamais prises en compte. On ne prend en compte que la propagande. Enfin, quel genre d'homme serais-je si je trouvais normal que l'on bombarde? Tous les bombardements sont horribles. Mais alors, quant aux crimes de guerre, soyons clairs, les guerres sont des crimes organisés. C'est bien pourquoi il faut ne pas les déclencher, en racontant aux gens je ne sais pas quoi, des histoires qu'on invente sur les armes de destruction massive, etc. Et puis quand elles sont déclenchées, il faut les arrêter à toute vitesse.
Et surtout, il faut éviter d'utiliser une situation pour sa propagande en décrivant des méchants et des gentils, et puis une semaine après aller faire exactement la même chose à un autre endroit en trouvant ça délicieux. Le problème de la guerre en Irak et en Syrie, ce n'est pas la religion, ce sont les gazoducs et les oléoducs. Si on s'assoit autour de la table et qu'on dit, vous autres les Qataris, au lieu de vous cacher là-bas derrière, vous autres les Saoudiens, au lieu de vous cacher, vous les Turcs, au lieu de faire semblant, venez parler de ce qui nous intéresse tous, parce que nous ne supportons plus cette guerre. Alors, Giorgi, quelle stratégie internationale pour la France insoumise? Une stratégie de puissance, mais pourquoi est-ce si nécessaire? Bonsoir, merci d'être venu écouter l'exposé que je vais faire avec Arnaud sur la stratégie internationale de la France insoumise. Alors pour répondre à la question de Charlotte et pour résumer très rapidement, c'est une vision de la France, c'est une vision spécifique de la France dans le monde qui se destine à une chose, à préserver la paix. Et pour préserver la paix dans le monde, pas seulement la paix en France et celle des citoyens français, il faut avoir la puissance nécessaire pour l'assurer. Alors c'est un sujet qui était un peu difficile à construire, surtout en fonction du temps imparti, puisque les relations internationales touchent un nombre de sujets colossaux. En plus, on y ajoute la défense. Donc on a dedans, on a l'ONU, sur lequel Arnaud fera une incise particulière, parce que c'est l'organisme par lequel nous voulons réorganiser à l'échelle globale les relations entre les États. Mais il y a l'OTAN. Et les guerres en Syrie, on l'a entendu, l'Ukraine, le Rojava. Actuellement, il y a un coup d'État en Turquie. Il y a ce qui se passe en mer de Chine, le redéploiement américain dans le Pacifique. Il y a la guerre, les guerres contre le terrorisme, la coopération internationale, le développement, les migrants. Enfin, toute une série de sujets qui, chacun d'entre eux, mériterait d'avoir un livret. Alors, comme vous avez remarqué, il n'y a pas de livret spécifiquement international, car en fait, il aurait fallu en faire une douzaine, à peu près. Donc, il y a un livret intitulé Garde nationale et défense, dans lequel on reprend la ligne géostratégique globale que je vais vous exposer maintenant. Alors, il y a un livret qui va sortir le 31 mars, si tout se passe bien, et tout se passera bien, mais en fait, si je peux le dire ainsi, le premier livret qui est sorti, le livret que vous pouvez voir à l'écran, qui est pour un nouvel indépendantisme et qui résume en une phrase courte le programme politique de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre des questions internationales et donc celui de la France insoumise. Ce livre a été publié dans les cahiers de la Revue Défense Nationale, ce qu'aucun parti n'a fait, et on y trouve non seulement la doctrine générale géostratégique de Jean-Luc Mélenchon, mais également une réflexion par article faite, que ce soit par moi-même sur pourquoi la nécessité d'un service national, qui lui-même nous prendrait par exemple 2 heures si on en parlait ce soir. Peut-être qu'il y aura des questions. Mais aussi l'industrie de défense qui est abordée par le point de vue d'un syndicaliste de Nexter, que je salue, Dominique. Bien sûr, le terrorisme, enfin tous les sujets qui touchent les relations internationales et que nous ne pourrons pas malheureusement aborder ce soir. Donc nous allons nous intéresser à la logique qui nous anime, et pour comprendre cette logique, je vais rappeler certains des éléments concernant Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. C'était avant d'être président de la Commission européenne, il a été à un moment Premier ministre au Luxembourg, et c'est lui qui a organisé la fraude fiscale au niveau européen par l'entremise de son pays. Je l'évoque parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs fois répété qu'il n'y a pas de démocratie contre l'Europe. Il y a eu bien sûr le vote non en France sur le TCE, les référendums d'Irlande, plusieurs aux Pays-Bas, en particulier avec le traité de libre-échange avec l'Ukraine, le référendum en Grèce du 5 juillet 2015, qui était une grande victoire pour toutes les gauches européennes, le Brexit également. Or, visiblement, toutes ces élections, tous ces référendums montrent que les peuples n'ont pas l'air de vouloir cette Europe-là, ils veulent quelque chose d'autre. Et visiblement, enfin cette Europe-là, la Commission européenne en tout cas, n'apprécie pas les peuples et n'apprécie pas la démocratie.
Or, tout commence là. C'est ce qui est dit dans la fin de l'introduction du livre de L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon. Tout commence par notre indépendance. C'est cette Europe-là qui doit être changée par le plan A et le plan B. Pourquoi tout commence là? Alors je ne vais pas répéter ce qui a été sûrement parfaitement expliqué par Sophie et Jacques la semaine dernière. Ce qui ne va pas, c'est que, quelle que soit la qualité des hommes et des femmes qui portent un programme politique, quelle que soit la valeur de leur programme, tout dépend bien sûr des moyens qu'ils se donnent pour le mettre en œuvre. Or, les divers traités européens, Maastricht ou le traité de Lisbonne, les traités internationaux qui nous contraignent, le pacte budgétaire européen, le TSCG, les règles de fonctionnement, les statuts de la BCE, contraignent ceux qui nous gouvernent ou ceux qui souhaiteraient nous gouverner de telle manière qu'on ne peut rien faire. Rapidement, le déficit budgétaire est limité à 3% du PIB, la dette publique est limitée à 60% du PIB, le taux d'inflation ne peut pas dépasser 1,5% du taux le plus fort au sein de l'Union européenne. La Banque centrale ne prête pas aux États directement, mais prête aux banques qui, eux, prêtent aux États avec un intérêt. Et donc, c'est une succession de directives qui condamnent totalement l'exercice politique de ceux qui nous gouvernent. Car nous avons, avec le TSCG, que devait renégocier Hollande, il est nécessaire de le rappeler, nous n'avons pas de politique budgétaire autonome. La BCE fait que nous n'avons pas de politique monétaire autonome. Et bien sûr, l'OTAN, dans le registre géostratégique, fait que nous n'avons plus de géostratégie autonome. Donc la seule chose s'il y a une chose qu'ils arrivent à faire toujours, c'est le paiement de la dette. Ça, c'est assuré tous les ans. C'est maintenant le paiement des intérêts de la dette. Et maintenant, le deuxième budget de l'État est à 54 milliards d'euros par an, juste après l'éducation nationale, et loin devant celui de la défense. Il justifie la dette qui est de 2200 milliards actuellement, et justifie, et donc il ne fait que croître, justifie toutes les politiques d'austérité imposées par ces traités et qui font que qui ont des conséquences catastrophiques que vous connaissez tous, qu'on ne va pas développer dans la santé, les hôpitaux, les transports, l'emploi, y compris les politiques de défense, et qui donc nous asservissent. J'ai évoqué la dette parce que c'est un des éléments qui est important de la politique internationale que nous voulons mettre en œuvre. En effet, il ne faut pas oublier que tous les ans, ce sont 60 à 80 milliards d'euros qui sont détournés par l'oligarchie et par le capital, par la fraude fiscale internationale, qui est rendue possible par toute une série d'autorisations de mouvements des capitaux sans contrôle et l'existence de paradis fiscaux qui, plusieurs fois, avaient dû être mis sous contrôle, mais qui ne l'ont évidemment jamais été. C'est important de le rappeler parce qu'il y a eu le moment grec, qui a été une victoire colossale pour nous tous ici, je crois, et dans toute l'Europe, pour les peuples, et une défaite quasiment moins d'une semaine après. Le 5 juillet 2015, les Grecs votent orchi, donc ils votent non à ce qui est imposé, à la cure atroce d'austérité qui leur est proposée par la Troïka et l'Eurogroupe. Et malheureusement, une semaine après, le 11 juillet, Tsipras capitule, le pistolet sur la tempe, en trahissant le vote référendaire du peuple grec. Mais c'est là qu'est née l'idée du plan A et du plan B. C'est là qu'on s'est rendu compte, et que nous sommes rendus compte depuis longtemps, mais beaucoup de citoyens européens se sont rendus compte que non, vraiment, cette Union européenne irait jusqu'au bout, même si elle doit saigner les citoyens qui la composent. Donc nous avons dit, nous collectivement, avec Jean-Luc Mélenchon, que ce n'est plus possible. Que nous récusons l'impuissance dans laquelle on est placé, et nous voulons reconquérir cette puissance à tous les niveaux, afin de pouvoir tout simplement agir et appliquer tout le reste du programme. Et donc sortir de ces guêpiers et de ces carcans. Alors, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de revenir sur les plans A et les plans B. Nous revenons de Rome, justement, Sophie Raser, Jeanne Chevalier
Éric Coquerel, Corinne Morel-Darleux, moi-même, et bien sûr Jean-Luc Mélenchon qui a fait le discours introductif et qui a clairement établi les bases du plan A et du plan B. Donc, qui est le plan A, rapidement, la renégociation, le plan B, la sortie de cette Union européenne-là et de cette euro-là. Donc on comprend bien que le cœur du programme, c'est l'indépendance de la France. C'est pour ça que le cahier de la RDN s'appelait « Pour un nouvel indépendantisme ». Et il s'agit pour nous de dénoncer les traités européens et les traités de libre-échange, en particulier celui qui est en cours de ratification, qui est le CETA, et dont déjà des dispositions peuvent être mises en œuvre. Je cite le CETA parce que j'avais dit que c'était une attaque contre la démocratie. Il faut rappeler que dans ces traités de libre-échange, le CETA et le traité transatlantique qui est pour le moment à l'arrêt, mais on verra combien de temps ça durera. Il y a les tribunaux d'arbitrage qui sont la négation de ce qu'il y a derrière moi ici, qui est la Constitution française. Je crois que c'est celle de 1793, mais celle que nous avons actuellement rappelle dans son article 3. Ah, pardon, Déclaration des droits de l'homme et citoyen, mais l'article 3 est le même. Il est dans notre Constitution qui est sur la souveraineté, qui ne dépend que du peuple par voie référendaire ou par ses représentants. Or, les tribunaux d'arbitrage condamnent définitivement cette souveraineté populaire et donc la souveraineté nationale qui en découle. Je me suis perdu dans toutes mes feuilles parce que en fait j'ai fait des blocs au cas où il y aurait des questions parce que je ne ferai pas tous les sujets. Et donc j'ai un tas de paquets jaunes et qui sont bien reflétés par la lumière. Donc voilà, c'est un État fort qui agit, que nous voulons reconstruire, qui recouvre sa souveraineté géostratégique, budgétaire, monétaire, et qui puisse instaurer de facto un protectionnisme solidaire. Et petite aparté concernant le programme de Benoît Hamon. Manuel Valls avait tout à fait raison quand lors de leur débat, il disait que Benoît Hamon ne peut pas financer son programme. Et Benoît Hamon ne peut pas financer son programme, dont une bonne partie est très intéressante, puisque là, il reprend beaucoup d'une autre, parce qu'il ne récuse pas ses traités. Et comme on l'a dit au début, s'il ne récuse pas ses traités, il ne peut juste rien faire. Donc c'est à nouveau un mensonge, comme ça a été au Bourget en 2012, quand François Hollande a déclaré que mon ennemi, c'est la finance. Donc, le nouvel indépendantisme. Alors, quelle géostratégie et quelle défense? À certains, en particulier à gauche, ça pourrait paraître bizarre d'associer géostratégie, relations internationales et défense, et pourtant, ça ne l'est pas pour nous. Nous prenons la défense très au sérieux. D'ailleurs, je vais pouvoir faire une petite publicité pour une revue qui s'appelle Défense Stratégie Internationale, qui a sorti un numéro sur les programmes des présidents, des candidats à la présidentielle, et où ceux qui s'intéresseraient, pour avoir un résumé en quelques pages du programme de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions, peuvent le trouver ici et pourront comparer avec les autres et constater combien il est supérieur. Donc la défense est traitée actuellement sous l'angle comptable. Comme d'ailleurs toute question, pareil pour la dette, comment allez-vous rembourser la dette, sans jamais se poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'argent. Or, traité sous l'angle comptable, ça nous donne des choses comme l'OTAN par la voie de Trump, mais avant d'Obama, qui exige 2% du PIB, que l'on atteigne une dépense de 2% du PIB pour les dépenses publiques de défense en France. Les Verts, je crois, sont à 0,5%. Hamon, et lui, propose 3%. Alors, 3%. L'actuel budget de la défense est de 1,71%. Il a 32 milliards. Donc, 3%, comme ça, au doigt mouillé, ça nous amène à 55, 56, 57 milliards. Ce qui fait que, rien que pour la défense, sans sortir des traités, Benoît Hamon doit trouver 24 milliards pour la défense. Je me demande, diable, où il va les trouver. Je lui laisse la question. Je ne sais pas s'il y répondra. Mais nous posons une autre question. On ne se pose pas la question en termes budgétaires, ni là, ni dans les autres domaines de l'État. On se pose la question, une défense, à quoi ça sert et pourquoi faire? Et pour répondre à cette question, il faut répondre à la question, quelle est la stratégie pour la France? C'est-à-dire, quel rôle voyons-nous pour notre pays dans le monde?
Or, nous avons une vision particulièrement glorieuse de notre patrie, qui est une nation politique spécifique, qui trouve ses racines politiques dans la Révolution française, dans la Marseillaise, qui sera chantée de la Commune de Paris à la Révolution russe et dans de nombreuses révolutions à travers le monde. C'est la Déclaration des droits de l'homme. Bref, c'est la manière moderne de faire de la politique qui est née dans notre pays. Nous avons donc un rôle positif à jouer encore, bien que notre grandeur, cette grandeur-là en tout cas, se soit érodée considérablement ces dernières années. Nous avons un rôle important à jouer en tant que nation pivot. Et une nation pivot qui vise à faire quoi? On l'a dit au début, à faire la paix dans le monde. C'est-à-dire participer à la régulation collective et internationale des causes des guerres, c'est-à-dire, pour faire bref, le capitalisme débridé, la mondialisation sans contrôle et le danger climatique. C'est supprimer l'odieuse domination néocoloniale dont Mujica, l'ex-président Mujica, a parfaitement parlé dans la vidéo que nous avons vue au début. Et c'est participer à la réorganisation de l'ONU, mais ça, je laisserai Arnaud le développer. Je citerai Cicéron, puisque nous étions à Rome et que nous avons visité les forums romains, où Cicéron a déclaré un jour que le seul motif pour entreprendre une guerre, c'est le désir de vivre en paix et sans injustice. Je fais nôtre cette citation de Cicéron et je la reprends en espérant qu'il nous arrivera rien de mauvais demain aux Ides de Mars, où il y a 2060 ans est mort César, très exactement. Donc il faut une politique d'indépendance au service de la paix. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en particulier en vivant en France, la guerre est là. Elle est sous des formes très visibles qu'on voit dans les médias, en Syrie ou en Ukraine, ou moins visibles comme au Yémen, qui est une guerre extrêmement violente, ou au Sud-Soudan, qui est complètement oublié. En fait, il y a plusieurs dizaines de spots de guerre dans ce monde qui n'est absolument pas en paix, et de nombreux facteurs concourent à une aggravation des risques de guerre, en particulier le réarmement massif qui est en cours à travers toute la planète, par la relance à la course aux armements. Et dès lors, pour qui veut construire la paix, en particulier ici les Français, il doit sortir de l'OTAN. C'est un élément central de notre programme. Pourquoi ? Parce que l'OTAN, comme l'a dit à de nombreuses reprises et qui ont été reprises ici dans la vidéo initiale, c'est une menace pour la paix. L'OTAN se cherche systématiquement, depuis la fin du bloc communiste, de nouvelles raisons d'exister. On rappelle que l'OTAN n'existe que parce qu'il y avait un pacte de Varsovie et qu'il y avait une défense commune à organiser contre ce pacte de Varsovie qui n'existe plus. L'OTAN ne voit le monde qu'en termes de menaces, et une des menaces principales pour l'OTAN, c'est considérée comme menace, c'est la Russie. D'où l'extension continue de l'OTAN à l'Est, contrairement à toutes les promesses internationales faites à la Russie en 1990. C'est une organisation internationale qui sert les intérêts des États-Unis, qui, je le rappelle, les États-Unis, eux seuls, dans le budget non masqué, c'est-à-dire le budget officiel, représentent 50% des dépenses mondiales de défense, dans le monde entier. Donc, oui, le mondial, c'est le monde entier. Et leurs alliés de l'OTAN, avec les États-Unis, 80%. Il est intéressant de se mettre dans la peau d'un dirigeant chinois quand on entend que la Chine menace le monde en construisant un porte-avions, là où les États-Unis en ont 22, des porte-avions et des porte-hélicoptères. L'OTAN, c'est également la mise sous chape de la défense européenne, en exigeant que tous les États européens dépensent 2%, mais en restant entièrement sous contrôle et commandement des États-Unis, et se spécialisent. Donc on demande une mutualisation des industries de défense qui fait qu'on ne peut plus réellement agir, puisque toutes les grandes industries de défense comme ADS, Thales, Nexter en France sont coupées en petits bouts, des morceaux sont vendus à d'autres pays européens, limitant donc la souveraineté de chacun de ces pays. Je me suis perdu. Bref, nous avons eu Sarkozy et Hollande ont continué sans fin à
à vassaliser la France sous le parapluie de l'OTAN. En 2009, Sarkozy a réintégré le commandement intégré. Ça s'appelle le commandement intégré. Donc il est revenu de l'OTAN. Hollande a aggravé la chose en avril dernier, ce qui est resté assez peu connu des citoyens. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 mars. Et le 14 mars, c'est le 50e anniversaire du retrait des forces de l'OTAN, donc des forces américaines, du territoire national, voulu par De Gaulle, qui l'avait exigé le 7 mars 1966 et qui avait demandé, qui souhaitait une indépendance de la France et il avait une vision de la France qui était tout autre et exigeait le départ de sortie du commandement intégré de l'OTAN et le départ des troupes américaines qui se trouvaient sur notre sol. En avril dernier, à l'initiative de Manuel Valls et de François Hollande, notre président, une loi a été passée autorisant le retour des forces otaniennes, donc des États-Unis, sur le territoire national. Chose peu connue, c'est assez intéressant quand on sait que les politiques d'austérité ont touché le plus le ministère de la Défense, puisque sous Sarkozy, ça a été 55 000 suppressions de postes, et sous Hollande, 30 000 prévus, qui n'ont été arrêtés que par une volonté de communication relativement malheureuse au moment des tragiques attentats du Bataclan. L'Europe de la défense, pour faire bref, auxquelles les élites européennes se rattachent de plus en plus parce que elles ont peur que l'OTAN s'en aille, mais qu'elles se rassurent, c'est pas parce que Trump est là que l'OTAN s'en ira. Et visiblement, ils ont oublié qu'en ce moment, il y a un déploiement de forces otaniennes en Europe de l'Est. Déploiement de forces otaniennes de 4000 hommes et de 2500 véhicules, ce qui suppose une augmentation encore plus considérable de ses forces. Trump n'a rien arrêté à tout cela. Il n'a pas plus arrêté ce qui est le plus gros problème dans le conflit qui se construit en Europe avec la Russie, qui est le bouclier antimissile, donc qui est le développement d'une arme antinucléaire face à la Russie, officiellement pour parer d'improbables tirs iraniens sur l'Europe, mais qui contraint les Russes à relancer eux-mêmes un bouclier antimissile, à développer encore plus d'armes nucléaires pour faire saturation contre ce bouclier antimissile. Je ne peux pas rentrer dans les détails du fonctionnement du bouclier antimissile, mais c'est ça la relance de la course, l'escalade, la course à l'armement. Donc Jean-Luc Mélenchon l'a très bien dit dans cette vidéo qu'on a vue, la défense européenne n'a aucun sens tant qu'il n'y a pas d'Union européenne politique réelle, qu'il n'y a pas de diplomatie commune. Alors je ne sais pas, je crois que je commence à déborder sévèrement sur le temps qui m'est imparti. Où est-ce qu'on ça va encore? Oui, je vais conclure. Il y aura des questions. Juste pour relancer quelques-uns des éléments, nous souhaitons construire une diplomatie altermondialiste. Ça veut dire une diplomatie où nous n'asservissons pas les États en développement, où nous construisons de nouvelles alliances non belliqueuses. Nous souhaitons une nouvelle coopération internationale. C'est pour ça que nous appliquerons la demande minimum des ONG, qui est la mise en place d'une aide publique au développement qui soit de 0,7% du revenu net brut. Donc nous le déclarons comme c'est écrit dans le programme. Nous souhaiterons participer à la banque de développement nouvelle que fondent les BRICS en opposition à la Banque mondiale. Nous souhaiterons participer à la régulation des causes de la misère et du climat dans le monde. Encore une fois, le président Mujica l'a très bien dit. En 2050, ce sont 250 millions de migrants qui sont attendus rien que pour des causes climatiques. À la fin du siècle, l'Afrique, malgré sa situation, malgré les guerres, malgré les problèmes, aura 1 milliard d'habitants en plus. Il est complètement illusoire de croire que tout cela ne finira pas mal si on ne mène pas une politique altermondialiste. Nous souhaitons annuler les interventions extérieures, en particulier les interventions extérieures menées contre le terrorisme, parce qu'on ne fait pas une guerre à un concept, et que les interventions non pensées sur le long terme
ces dernières années ont multiplié par 10 ou 12 le nombre de foyers terroristes, donc sont d'une efficacité parfaite. D'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce que nos armées ne sont pas allées bombarder Al-Qaïda au Yémen, puisque c'était eux qui étaient les auteurs avoués de l'attentat contre Charlie Hebdo. C'est une question qu'on peut laisser en suspens pour M. Le Drian et François Hollande. Voilà, la francophonie est importante. Enfin, tant de sujets, la mer et l'espace. Et je souhaiterais finir sur un mot pour les lanceurs d'alerte, que ce soit Deltour, Assange ou Snowden. Si un jour nous sommes au pouvoir, la nationalité française leur sera proposée pour la contribution à la démocratie qu'ils auront apportée au monde. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à